En février 2022, la Russie a été secouée par un choc économique de grande ampleur. Notre objectif est de faire plier l'économie russe. Les sanctions internationales, le retrait de centaines d'entreprises occidentales et la chute du rouble, un cocktail explosif qui a poussé les autorités et les médias occidentaux à annoncer alors son effondrement imminent. 3 ans après, ou presque, les discours ont changé. La plupart des responsables européens expriment une forte vigilance face à la Russie. Ils la considèrent comme une menace majeure pour l'Europe et les avertissements fleurissent sur la possibilité d'une attaque directe dans les prochaines années. Mais comment un pays à genoux pourrait-il en même temps faire trembler l'Europe et l'OTAN ? Je suis sûre que comme moi, vous vous êtes posé la question et y répondre n'est pas aussi évident que ça en a l'air. L'accès à certaines sources primaires russes est limité en Europe, officiellement pour des raisons de lutte contre la désinformation. Dans les faits, ça rend les recherches et l'analyse plus difficiles, mais pas impossibles. Pour préparer cette vidéo, je me suis concentrée sur les données fiables disponibles car il y en a, les grandes tendances de l'inflation, de la bourse, des taux ou de la consommation. Et je vais lever le suspense tout de suite, non, l'économie russe n'est pas à genoux. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle a souffert des sanctions, qu'elle traverse un stress intense et qu'elle ne ressemble pas à ce qu'elle était il y a 3 ans. Je ne vais pas juger ici la situation géopolitique, je vais me concentrer sur l'économie russe, ses particularités, ses points forts et ses fragilités dans un contexte de guerre. Je vais vous montrer comment elle fait pour résister aux pressions internationales et ce qui l'attend ces 5 prochaines années. Du vérifiable et du factuel. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter le secret bien gardé des milliardaires pour s'enrichir aussi bien dans un marché haussier qu'en temps de crise. Le secret, c'est le private equity, le joyau de la couronne de tout portefeuille diversifié qui se respecte. Le seul problème, c'est que le ticket d'entrée pour les meilleurs fonds se chiffre en centaines de milliers, si ce n'est en millions d'euros. Et c'est là que notre partenaire Fundora entre en jeu. Fundora démocratise l'accès aux meilleurs fonds mondiaux de private equity dès 100 € seulement. Accédez à des fonds d'une grande qualité hautement diversifiés, avec 15 à 20 entreprises par fonds, avec des rendements historiques moyens dépassant 20% de TRI net. Leur plateforme intuitive simplifie tout et vous permet de mitiger vos risques grâce à différentes stratégies, LBO, secondaire, impact, capital risque, infrastructure, et cela dès 100 €. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien en description pour ne pas manquer l'opportunité spéciale de la semaine prochaine et pour mettre un pied dans le monde du private equity avec Fundora. Votre portefeuille vous remerciera. Les sanctions qui ont frappé la Russie à partir de 2022 ont eu au moins autant d'effets sur elle que sur l'Union européenne. Souvenez-vous, le gel des avoirs, l'exclusion des banques russes du système SWIFT, les embargos progressifs sur le pétrole et le gaz, les restrictions sur les ventes de produits ou technologies stratégiques et le retrait de centaines d'entreprises occidentales, des mesures qui ont essentiellement concerné les secteurs énergétiques et financiers. Elles ont provoqué l'effondrement du rouble et un séisme de grande magnitude sur les marchés. Sur le terrain, l'inflation s'est envolée. Elle a par exemple dépassé 17% certains mois de 2022 pour finir à 11,9%. Depuis, elle s'est stabilisée entre 8 et 10%, mais elle reste très capricieuse. Pour faire face à la fièvre des prix et à la pression sur le rouble, la Banque de Russie a relevé son taux directeur à des niveaux parmi les plus élevés des dernières décennies. Il a atteint 21% à l'automne 2024. Depuis, il a connu 4 baisses successives, mais les Russes empruntent quand même encore à 16,5. Comprendre ces mécanismes économiques, c'est capital pour protéger votre épargne et saisir les opportunités. C'est pour ça que 45 000 d'entre vous reçoivent déjà notre newsletter gratuite chaque mardi. On y décrypte les marchés, on analyse une action en détail et on vous explique comment l'actualité mondiale impacte concrètement vos investissements. Pour rejoindre la communauté, c'est facile et c'est gratuit. Je vous mets le lien en description. Côté croissance, après une forte chute des revenus en 2022, on attend pour 2025 1,8% seulement contre 3,8% en 2024, un chiffre en baisse mais qui fait encore rêver la France. Enfin, la bourse russe, incarnée par l'indice MOEX Russia Index, a donné de sacrées sueurs froides à ses investisseurs avec un crash historique, une chute de 53% qui a effacé l'équivalent de 50 bénéfices entre novembre 2021 et janvier 2022. Après cette chute brutale, le marché s'est redressé. En 2024, l'indice a rebondi de l'ordre de 76% à partir de son plus bas niveau, une tendance qui se renverse encore depuis le début de l'année, environ moins 7%. De vraies montagnes russes. Mais la Russie n'a pas sombré. Elle n'a pas enregistré 10% de recul de son PIB, son déficit public n'a pas dépassé 10% du PIB, elle n'a pas assisté à la fuite massive de ses ressortissants et pour le moment, elle n'a toujours pas perdu la guerre. Voyons un peu comment elle s'y prend pour organiser sa résistance. D'abord, la structure de son économie elle-même est très résistante. Depuis des décennies, la Russie appuie sa croissance sur 2 piliers, la finance domestique et l'énergie. D'un côté, ses grandes banques dominent le marché intérieur, de l'autre, ses champions pétroliers et gaziers alimentent le budget de l'État. Le premier champion russe, c'est Sberbank. Comparable à BNP Paribas en France ou à Morgan Stanley aux États-Unis, c'est la plus grande banque du pays, un symbole national.
Elle concentre l'essentiel des dépôts et des crédits, soutient les entreprises publiques et sert d'instrument de stabilité pour le gouvernement russe. À côté d'elle, Rosneft et Lukoil dominent le secteur du pétrole. Rosneft, souvent comparé à Total Energy, contrôle une part considérable de la production nationale. Lukoil, quant à elle, représente la puissance du secteur privé russe dans l'or noir. Dans le gaz, deux géants, Gazprom et Novatek. Gazprom reste l'un des plus grands producteurs mondiaux, acteur clé du marché énergétique global et autrefois principal fournisseur de l'Europe. Novatek, plus agile et tourné vers le gaz naturel liquéfié, rivalise désormais avec des groupes comme Equinor et ExxonMobil. Vous remarquerez que l'économie russe repose presque entièrement sur ses secteurs bancaires et fossiles. Une force quand on est assis sur autant de ressources naturelles, mais aussi une faiblesse qui entretient une dépendance structurelle. Le pays tire l'essentiel de ses recettes extérieures de l'énergie et des matières premières, ce qui le rend à la fois riche et vulnérable aux fluctuations mondiales. La Russie détient certaines des plus vastes réserves de ressources naturelles de la planète. En dépit de toutes les sanctions, elle est le premier exportateur mondial de gaz naturel et le deuxième exportateur de pétrole brut. Son sous-sol regorge de minerais, de charbon, d'uranium, de nickel, de palladium ou encore de titane, des matériaux essentiels à l'industrie mondiale. À cela s'ajoutent les énormes forêts de Sibérie, véritables poumons économiques autant qu'écologiques, et une abondance de terres agricoles. Exploitées par une population endurante, rompue à la survie et à la discipline, ces richesses constituent la principale source de résilience de la Russie. Même exclues des principaux réseaux d'échanges internationaux, elles assurent au pays un flux constant de devises et une influence géoéconomique durable, ce qui explique en partie comment, malgré le choc, elle est parvenue à retrouver une certaine stabilité. Quand ces débouchés européens se sont refermés, la Russie a tourné son regard vers l'Est et depuis 2022, ses relations commerciales avec le reste du monde ont changé. La Chine, l'Inde, la Turquie ou encore le Kazakhstan ont pris la place des partenaires européens. Pékin est désormais le premier client et fournisseur de Moscou. Les flux énergétiques se sont réorientés vers l'Asie via des oléoducs et des gazoducs stratégiques comme Power of Siberia, le symbole de cette nouvelle carte économique. Mais la Russie ne s'est pas contentée de changer d'acheteur, elle a aussi changé d'outil. Privée de SWIFT, elle a développé ses propres systèmes d'échange ou de paiement, MIR pour les dépenses domestiques et SPFS pour les transactions bancaires internationales. Ces dispositifs n'ont pas totalement remplacé Visa ou Mastercard, mais ils ont permis de maintenir le fonctionnement du pays, en particulier les échanges avec les partenaires non occidentaux. Pour contourner les obstacles, la Russie a dû se transformer, elle a dû innover, et sur le plan intérieur, elle a basculé en économie de guerre. Une part croissante du budget est consacrée à la défense, à la logistique et aux infrastructures qui sont jugées vitales. Le coût annuel de la guerre pour la Russie tourne autour de 100 à 130 milliards de dollars. Il est en forte augmentation depuis 2022. L'impact économique de la guerre est très lourd, avec une récession notable en 2022, mais l'activité tient le coup grâce à la restructuration des dépenses publiques, au soutien énergétique extérieur et à la monnaie imprimée par la Banque centrale russe. La guerre génère aussi des rentrées significatives grâce aux exportations d'énergie qui financent une part du coût militaire et budgétaire russe. Oui, le pays continue de financer ses opérations militaires malgré les sanctions. Les industries de l'armement tournent à plein régime et l'État soutient massivement les entreprises locales pour remplacer les importations disparues. Cette politique d'import substitution, amorcée dès 2014 après le conflit autour de la Crimée, accélère depuis 2022. Résultat, la Russie fabrique désormais plus de biens de consommation qu'avant, même si la qualité reste inégale et que l'offre technologique demeure limitée. Le marché du travail ne s'est pas non plus effondré. Le chômage officiel reste autour de 3%, un niveau historiquement bas, mais une partie de la population a été absorbée par le secteur militaire ou les industries liées à la défense, tandis que d'autres emplois ont simplement disparu des statistiques, faute d'entreprises encore déclarées. Les salaires augmentent dans les secteurs stratégiques, mais l'inflation élevée grignote le pouvoir d'achat des ménages, déjà affaibli par les importations restreintes. Le rouble, en revanche, a fait un sacré looping. Il s'est effondré en 2022, en même temps que le PIB, puis il s'est redressé grâce à des contrôles stricts comme la conversion obligatoire des devises issues des exportations, la limitation des transferts de capitaux et des taux directeurs très élevés. 21%, il y a de quoi attirer les investisseurs. La Banque de Russie a joué un rôle central quand elle a relevé son taux. Elle a permis d'éviter une spirale inflationniste comme celle qu'a connue l'Allemagne en 1929. Le resserrement monétaire brutal a freiné la consommation, mais il a permis de stabiliser la monnaie et de restaurer la confiance à l'intérieur du pays. Pour autant, les failles demeurent. L'économie russe reste prisonnière de son modèle énergétique. Tant que le pétrole et le gaz financeront l'essentiel du budget, elle dépendra des cours mondiaux et des débouchés étrangers, indiens et chinois pour l'essentiel. Le pays souffre aussi d'un déficit technologique chronique, accentué par le départ de nombreux ingénieurs et cadres vers l'étranger. Les infrastructures vieillissent, les importations de composants restent contraintes et certaines industries clés, comme l'automobile ou l'aéronautique civile, peinent à suivre. La Russie a donc choisi la résilience par la contrainte. Elle s'adapte, se replie et compense ses faiblesses avec de nouveaux partenaires qui partagent avec elle une vision anti-occidentale plutôt tranchée et c'est comme ça qu'elle avance.
Pour le moment, la résilience a un coût qui continuera d'augmenter tant que durera la guerre. Mais si elle s'arrêtait demain, l'économie russe n'en sortirait ni ruinée ni triomphante, elle sortirait juste transformée. Dans un scénario de fin de guerre, tout le pays bénéficierait d'un véritable dividende de paix. Les dépenses militaires pourraient être partiellement réorientées vers la reconstruction, la modernisation industrielle et la technologie civile. Une levée progressive des sanctions rouvrirait l'accès aux capitaux étrangers et aux technologies occidentales, notamment dans les secteurs de l'aéronautique, des semi-conducteurs et de la recherche pharmaceutique. Le rouble se stabiliserait durablement, les taux d'intérêt baisseraient et le crédit redeviendrait accessible pour les entreprises et les ménages. S'en suivrait alors une relance du marché intérieur. Difficile d'imaginer que son premier objectif serait alors de repartir en guerre, cette fois contre l'Europe. Mais attention, la Russie ne redeviendrait pas celle d'avant 2022. Elle a appris à fonctionner en vase clos, à compter sur elle-même, elle a tissé de nouveaux liens économiques hors d'Europe, même sans guerre, elle poursuivrait son pivot vers l'Asie, où les marchés énergétiques sont désormais plus accueillants et moins politisés. Moscou va probablement vouloir consolider cette autonomie acquise dans la contrainte en privilégiant les partenariats avec la Chine, l'Inde, l'Iran ou les pays africains. Dans le scénario inverse, une guerre qui se prolonge, l'économie russe resterait sous tension permanente. La mobilisation industrielle continuera à soutenir artificiellement la croissance, mais au détriment de l'innovation et de la productivité, comme maintenant. Le budget fédéral, déjà dominé par les dépenses militaires, s'enfoncera dans un cycle d'endettement interne et la consommation des ménages va encore baisser. Le pays pourrait alors connaître une forme de stagnation durable, un équilibre entre stabilité politique, survie économique et appauvrissement progressif de la population, et les prévisions à moyen terme sont donc prudentes. Le FMI table sur une croissance russe autour de 1 à 2% par an jusqu'en 2030, contre plus de 3% avant la guerre. La Banque mondiale anticipe aussi une contraction démographique continue. Près de 10 millions d'actifs en moins d'ici 2050, ce qui réduira le potentiel de production. À ces tendances s'ajoutent les défis structurels, vieillissement de la population, fuite des cerveaux, isolement technologique et dépendance énergétique persistante. Et pourtant, malgré tout, la Russie résiste. Et ça, c'est parce qu'elle est pleine d'énergie, au sens propre, ou plutôt sale. Plus que n'importe quel adversaire militaire, la plus grosse menace qui pèse finalement sur cet immense pays, plus que les sanctions, et comme pour n'importe quelle puissance pétro-gazière, c'est la transition énergétique. Alors, d'après vous, les chars russes sur les Champs-Élysées, c'est pour quand ? J'ai hâte de connaître votre avis. Si vous avez noté une erreur, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais avant de partir, n'oubliez pas de tester Fundora, investir des 100 € dans les meilleurs fonds mondiaux de private equity. Cliquez sur le lien en description pour vous inscrire dès aujourd'hui.